1, 2, 3, fight! You win! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Rust et de mon premier service en Rust. Enfin, pas exactement mon premier service en Rust, mais essayer de vous montrer comment on peut faire des choses assez simplement avec un langage qui paraît, à la base, pas forcément fait pour vous. Alors moi, je m'appelle François Technet, je suis cloud développeur chez Sagi. J'ai les t-shirts à faire passer, tout ça. Moi, j'ai des passions dans la vie, le soir et le week-end, qui sont globalement Docker, le Rust et le Scala. Donc vous avez un triangle infernal. Je suis un ancien développeur qui suis parti côté infra et ça fait de moi un des rares ops qui est capable d'utiliser le terme monade sans avoir peur. Voilà. Je suis organisateur de la conf montpelliéraine Sonitech, donc qui est l'équivalent du Brainscamp sur 2 jours, mais à Montpellier, en fin juin, donc n'hésitez pas à venir. Je suis président de Montpellier Tech Hub, le regroupement des meet-up techniques montpelliérains. Je suis organisateur du Jug Montpellier, du DevOps Montpellier, et je fais partie de l'orga du Rust Montpellier. J'ai pas de vie à côté de ça. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter au @ftchen. Donc ça, c'était la partie promotionnelle incroyable. C'était la meilleure partie du talk. Et on va parler de Rust. Alors Rust, déjà, premièrement, on a aussi une super mascotte trop choupie qui est un crabe, qui s'appelle Ferris. Voilà, donc c'est notre mascotte. Et Rust, qu'est-ce que c'est? Déjà, qui connaît Rust dans la salle? Ouais, qui en a fait? Donc Rust, c'est un langage de programmation qui est orienté système initialement, qui a comme vocation d'être extrêmement rapide, de prévenir tout ce qui est segfault, donc tout ce qui est accès à de la mémoire que vous n'êtes pas censé accéder, et garantir une thread safety grâce à ça, donc éviter de faire en sorte que quand vous avez des threads qui tournent, vous ayez des trucs bizarres qui se passent entre votre donnée, entre vos threads. Donc le truc de base, c'est ultra intéressant. On en parle d'un langage qui n'a pas de VN, donc qui est censé être ultra performant, etc. On en compare généralement à du C, donc on est sur quelque chose de ultra bourrin, avec théoriquement des paradigmes haut niveau. Donc on a quelque chose qui, sur le papier, est ultra intéressant. Donc généralement, on commence à les regarder. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé Rust. On m'a donné la promesse, j'ai fait putain, ça a l'air génial. Puis vu que moi, je fais 46 milliards de langages, je vais aller essayer. Et ce qu'on trouve majoritairement dans Rust, c'est 3 avantages du coup qui sont déduits de la promesse, qui sont on a une exécution qui est ultra safe. Rust nous garantit par ce qu'il nous propose en termes de compilation de faire en sorte que lorsqu'on va exécuter un programme en Rust, il n'est pas censé crasher au runtime. Quand je dis crasher au runtime, ça ne veut pas dire qu'il répond correctement au business. Ça ne veut pas dire que votre code ne peut pas crasher. Ça veut juste dire qu'il ne peut pas se passer des choses bizarres qui vont faire qu'on a une runtime exception. C'est la même chose que ce qu'on vous garantit en Helm, c'est la même chose que ce qu'on vous garantit dans beaucoup de langages fonctionnels, qui est de dire quand ça compile, ça tournera. Ça ne veut pas dire qu'on va répondre aux besoins fonctionnels, ça veut juste dire qu'on ne va pas cracher à l'exécution en partant d'une exception qui va faire paniquer la VM ou qui va faire paniquer le programme sans qu'on s'y attende. On a des performances vraiment très fortes parce qu'on s'est écarté des VM, donc on est sur quelque chose qui va aller taper dans de la LLVM, qui va être bandé directement sur le système, donc qui va avoir des performances extrêmement fortes. Quand on dit extrêmement forte, c'est qu'on se rapproche très fortement du C. Alors je sais qu'il y a des benchmarks qui prouvent que Java peut être plus performant ou quasiment aussi performant que le C, etc. C'est dans des cas particuliers, optimisé par le JIT, fait pour. On est d'accord qu'une VM est forcément généralement plus lente que du langage qui va taper dans de l'assembleur. Donc on a vraiment une grosse performance. Et on est sur un langage qui se veut être extrêmement expressif. Donc quand on dit extrêmement expressif, c'est-à-dire que qui a fait du C dans la salle? Qui a aimé ça? Enfin moi je peux le dire, j'ai aimé ça, mais j'aime me faire mal. Vous l'avez vu au début avec tous les trucs, organisateurs, tout ça. Voilà, je suis quelqu'un qui aime me faire mal. Mais on est d'accord que le C, même s'il y a beaucoup d'avancées avec C++ 11, C++ 14, etc., il y a plein de choses très intéressantes en C qui sont arrivées. C'est quand même un langage qui est très verbeux et qui est peu expressif. Rust, c'est quelque chose qui est beaucoup plus expressif et je vais essayer de vous le montrer dans ce talk. Alors tout ça est dû généralement à un super truc génial qu'on n'arrête pas de présenter en Rust qui s'appelle le borrow checker, qui est basé sur les principes d'ownership, de borrowing, de lifetime. Et moi, le but du jeu, c'est que je ne vais pas vous en parler parce que j'en ai marre et surtout, il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui l'ont fait.
Donc moi, je fais du Rust évangélisme tout le temps, parce que depuis que j'ai découvert ce langage, j'adore ça, et j'arrête pas de dire « faites du Rust et tout, c'est trop bien ». J'ai saoulé la moitié de mes anciens collègues de bureau, je saoule la moitié de mes collègues de bureau actuellement, je saoulerai mes futurs collègues de bureau. Notamment, je dis parce que Rust, c'est un des langages les plus appréciés. Selon les langages Stack Overflow, ça fait 3 ans que c'est le langage le plus apprécié par la communauté qui répond, et c'est pas prêt de s'arrêter, c'est vraiment un langage, quand vous vous y mettez, on se rend compte que c'est extrêmement fort. Mais généralement, quand un développeur Rust vous parle, vous avez l'impression qu'il y a une magie vaudou à l'opération. Vous ne comprenez pas très bien et c'est frustrant pour les gens qui essaient de rentrer. Et ça, je m'en suis rendu compte avec un truc très simple, c'est que la communauté Rust vient de la programmation système. C'est-à-dire que c'est un langage, quand vous regardez la présentation du langage, le pitch du langage, c'est un system programming language. Donc c'est un langage qui, à la base, a été fait pour aller faire de la programmation bas niveau. Le problème, c'est quand vous parlez avec la plupart des développeurs, moi je suis pas ingénieur système, moi j'ai été dans la publicité, maintenant je travaille dans la big data chez Sagi, mais en gros, globalement, enfin je travaille dans le cloud, je fais pas de, même si je m'intéresse au kernel, je travaille pas avec des gens qui vont aller travailler dans le kernel Linux, je travaille avec des gens qui font des applications, et généralement des applications web. Donc le nombre de personnes qui en ont quelque chose à faire de la programmation système dans ce monde-là est égal à 0. C'est-à-dire que quand on vous parle, ouais j'ai un truc génial avec lequel on peut refaire tous les outils Linux, c'est cool, fais-le, moi je m'en fous. Donc on est dans un monde web. On est sur un monde où en gros, si vous n'êtes pas capable de faire un serveur HTTP, globalement, la plupart des gens vous regardent en disant « ouais, c'est cool ton truc, mais je m'en fous ». Bon, on enlève le binding au WASM, etc. dans l'équation. Et donc, moi, je voyais beaucoup de gens douter autour de moi et je me suis dit « c'est quand même con parce que je sais que ce langage est vraiment très fort, mais j'arrive pas à amener les gens à aller dedans et du coup, je me suis dit, on va quand même essayer de faire quelque chose pour améliorer ça. Sauf qu'il y a un autre langage qui, moi, me sert d'exemple quand on me dit qu'on n'en a rien à faire d'un système qui a été pensé pour la programmation système, qu'on utilise maintenant pour faire des petits services dans un monde web. Ça s'appelle Go. N'en déplaise à tous les gens qui font du Go maintenant et qui disent que ce langage a été designé pour faire de la programmation web et des microservices, le langage, quand vous regardez les pitchs de 2011 de Robpack, c'est un système qui a été pensé pour remplacer le C et pour faire des tools bas niveau. C'est un langage de programmation système. Et c'est le meilleur langage de programmation système qui existe. Dans les paradigmes des années 80 à peu près. Je ne vais pas trop troller Go parce que en plus j'en fais. Je n'apprécie pas forcément ces moments. C'est un choix personnel. Si vous voulez du troll, venez me voir après quand ce ne sera pas capté et que j'aurai le droit d'utiliser du politiquement non correct. Bref, en gros, ce que je veux montrer, c'est que si Go arrive à le faire, Rust, c'est pareil, on ne fait pas rentrer un carré dans un rond quand on essaye de faire des petits services web en Rust, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors généralement, quand je me suis lancé ce truc-là, je me suis lancé sur un challenge en disant « Ok, je vais refaire la loterie du jeu de Montpellier ». Alors c'est toute une histoire que j'aime bien raconter. Au jeu de Montpellier, en fait, on a été des gros clochards pendant longtemps, dans l'idée où quand on voulait faire tirer des licences IntelliJ à la fin de notre jug, en gros, il y a quelqu'un qui allait dans la liste, on demandait à quelqu'un donne un chiffre, il disait un chiffre et on scrollait la liste pour tomber sur ce chiffre-là et dire qui c'est qui avait gagné. Dans une équipe d'informaticiens, ça le fait pas trop. Un soir, j'ai eu le malheur, je me suis dit, bon, on est quand même des gros clochos là, je vais peut-être me dire, je vais faire un truc et j'ai passé ma soirée à faire une petite loterie qui appelait l'API Eventbrite qui nous sert à faire les billets, récupérer tous les attendees et faisait un random sur les winners et les affichait avec une API HTTP. Et j'ai eu le malheur de faire ça en Node.js parce que j'avais pas envie de me prendre la tête et que je l'ai fait ça en 2 heures. Vous vous rendez bien compte que tout le monde m'a dit « Ouais, c'est génial, alors par contre, Node.js, Et donc, il s'est avéré que j'ai dit oh, « Ok, vous m'emmerdez. Si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à le refaire. » Et tout le monde a fait « Ok, ben on va le refaire, mais chacun avec son langage préféré. » Donc, on a eu des implèmes Scala, des implèmes Java, des implèmes Kotlin, une implème Haskell, on a même une implème Swift Server. Et du coup, je me suis dit bah, « Si tout le monde a le droit de faire son langage pour faire kikou, moi aussi, j'ai le droit. » Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recoder une version de la loterie du jeu de Montpellier avec vous. Donc, on va faire ça en live codant, même s'il y a déjà du code préfet. Et alors, je veux directement que vous soyez très au fait de ce qui va se passer dans cette présentation. Le but de cette présentation n'est pas que vous compreniez le code exactement que je vais vous montrer. Ce que je veux, c'est que vous voyez qu'en quelques lignes de code, avec assez peu de lignes de code, avec un langage expressif, avec un langage qui est au niveau du C, je tiens à le rappeler à chaque fois, ne le comparez pas à Java, ne le comparez pas à Scala, ne le comparez pas à Haskell, ce n'est pas le but.
Vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de faire alors qu'on est sur un langage qui est censé être bas niveau. Et que ça vous donne envie, ça vous prouve déjà qu'on est capable de le faire et que ça vous donne envie d'aller l'essayer après. Après, si vous arrivez à comprendre le code, bah, tant mieux pour vous. Donc on passe sur IntelliJ. Alors, déjà un projet Rust, à quoi ça ressemble? Voilà, viens par là. On a un fichier source dans lequel on va mettre nos sources et on a un super truc qui s'appelle Cargo, qui va nous permettre de définir comment on va construire notre projet en gérant les dépendances, etc. Parce que oui, Rust a un système de build et de dépendance intégré au langage. On n'a pas attendu la version 1.9 pour avoir ça dans notre langage. Je ne sais pas qui chiffre en disant ça, hein, je suis désolé. Et du coup, je vais juste vous présenter un truc. Je ne suis pas là pour vous parler de Borrow Checker, c'est ce que j'ai dit, mais je vais quand même vous montrer un truc nécessaire pour bien comprendre le reste de la présentation. C'est 2 concepts fondamentaux dans le langage pour arriver à comprendre. Il n'y a pas de nul en Rust. Ils ont fait le choix dans Rust de dire on ne va pas modéliser le nul n'existe pas. Donc quand on veut parler de la présence ou de l'absence d'une valeur, on va utiliser le data type qui vient majoritairement de la programmation fonctionnelle, qui est le data type option. Donc à quoi ça ressemble? Si je prends une fonction getMe et que je demande quelque chose et que je demande est-ce que je demande en sudo, ben pour dire si ça renvoie ou pas quelque chose, la potentielle absence de valeur, je vais utiliser le data type option, qui va renvoyer une option d'str. Et du coup, je peux renvoyer un sum qui représente une valeur existe ou un none qui dit il n'y a aucune valeur pour ça. Ce que ça donne dans le test, en gros, c'est si je fais getMe sandwich et que je ne le demande pas en sudo, ça va me renvoyer none. Et si jamais je fais getMe sandwich avec true, c'est censé me renvoyer un sum avec sandwich à l'intérieur. Ok, c'est bon? Tout le monde voit l'idée? Ok. Autre chose, on n'a pas d'exception dans le langage. Et on a fait ça de manière plus intelligente que de renvoyer une valeur avec un message d'erreur derrière. On a modélisé ça dans un data type qui s'appelle result, qui est l'équivalent de either, qui est l'équivalent de en gros, tout ce qui est une modélisation sous forme de XOR d'un data type, où en gros, on dit on a potentiellement 2 états possibles de retour, un état gauche et un état droite. Et on va être capable de dire est-ce que c'est un OK, donc est-ce que c'est quelque chose qui s'est bien passé ou est-ce que c'est une erreur. Donc si je vais essayer de loader quelque chose et que en fait, je vais appeler Internet en HTTP, je vais dire non, mais c'est une erreur parce que j'ai pas de réseau. Et sinon, je vais envoyer OK, j'ai chargé, mais je te le donnerai pas parce que moi, mon code, il est comme ça. Et du coup, en test loadme, ça fait quelque chose comme ça. C'est 2 choses très importantes à comprendre de base, c'est que Rust choisit de ne pas modéliser le nul et les exceptions. On doit tout modéliser via des options ou des résultats. OK? Voilà. Je rappelle qu'on est au niveau du C. Hein. Pour la gestion des erreurs dans les trucs au niveau du C, généralement, on renvoie des flags. Ou alors, dans un langage que je ne nommerai pas, on fait vraiment des trucs où on passe notre vie à renvoyer une valeur, virgule, une erreur, quoi. Une erreur qui est en fait une chaîne de caractères typée. Hein. Non, mais tout va bien. Hein. Bref, excusez-moi. Je dis que je trollerai pas. Alors, première chose qu'on va faire. Pour notre loterie, donc, je rappelle qu'on veut appeler Eventbrite, récupérer tous les attendees et renvoyer un nombre de gagnants choisi de manière aléatoire dedans. Donc, on va aller faire notre première partie du code qui est faire l'appel à l'API Eventbrite. Donc, pour ça, en fait, on a besoin de faire un appel HTTP. Et pour ça, on va utiliser des crates. Les crates, c'est l'équivalent des librairies dans le monde Rust. Ce sont des librairies. Et on va utiliser une crate qui s'appelle request, qu'on va combiner à un truc qui s'appelle failure pour la gestion d'erreurs. Et je vais faire ça avec des tests unitaires. Donc, si je vais dans Eventbrite, alors j'ai une super excuse pour dire que je suis lent au clavier, c'est que le code, enfin, vous voyez le machin là, il est un peu baissé. Bah, c'est un peu étrange, qu'on a l'habitude d'avoir le truc à plat quand on code, et là, vous voyez enfin, vous comprenez quoi. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est implémenter la méthode loadEvent qui va me permettre, quand je reçois un token d'organisateur, enfin un numéro d'organisateur, un token, d'aller appeler l'API Eventbrite et d'aller récupérer les events. Donc pour ça, on va utiliser request. Request, en fait, c'est un truc qui va nous permettre de faire un get sur une URL qui est générée ici, qui en fait, je ne vais pas vous la faire, mais en gros, j'appelle API Eventbrite. Et va nous permettre de venir checker est-ce qu'on a une erreur dans le... Est-ce qu'on a une erreur HTTP qui est renvoyée et donc transformer ça en un résultat de type erreur ou déparser le JSON. Alors, première chose, on renvoie un résultat qui est event response, donc soit les types de réponses qu'on est censé envoyer, soit une erreur.
Première chose à voir dedans, on a une super lib de désérialisation qui est la meilleure lib de désérialisation de l'univers, qui a la meilleure manière d'être conceptualisée, qui s'appelle CRD. Que vous fassiez du Rust ou que vous ne fassiez pas du Rust, je vous encourage très fortement à aller regarder comment est modélisé CRD. C'est vraiment un bijou. C'est hallucinant ce qu'on peut faire avec cette librairie. Et du coup, moi, je l'utilise dans mes programmes. C'est d'ailleurs le cas de tous les programmes Rust qui font du parsing, avec de la librairie JSON. En gros, j'ai juste à définir des structures. Voilà, donc une event response, c'est un vecteur d'event. Un event, c'est quelque chose qui a un string. Et juste rajouter des dérivations de sérialisation ou désérialisation, et automatiquement, ma lib request peut me gérer ça. Là, vous allez dire déjà, waouh, super. Ouais. Alors, je rappelle qu'on a l'équivalent de faire ça en C. Qui me fait ça en C en 3 lignes de code? Même en Java, je mets au défi quelqu'un. Le Spring Template, hein, c'est génial, hein, mais on est d'accord que c'est ultra verbeux. Hein. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'on est capable de faire des choses assez smart. Et il y a un deuxième truc que je veux que vous voyez, c'est ce petit point d'interrogation. Ce petit point d'interrogation, c'est du sucre syntaxique dans le langage qui nous permet de manière complètement gérée et automatique de faire des coupes-circuits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, request.get me renvoie un result qui me renvoie une réponse HTTP ou une erreur. Ce point d'interrogation va faire que si cet appel de méthode me renvoie une erreur, il ne va pas passer à la suite de mon programme, il va directement renvoyer en retour de ma fonction une erreur. L'erreur qui a été posée. Et du coup, je n'ai pas à me soucier de la gestion des erreurs avec les résultats, dans le sens où si je mets un point d'interrogation, automatiquement, ça va faire du coupe-circuit. Ça va automatiquement gérer la gestion d'erreurs pour mon code. Et, chose qui est cool aussi, c'est qu'en plus, ça va extraire la valeur si jamais c'est une bonne réponse. Dans ce cas-là, en fait, j'appelle l'URL, je vérifie les statuts HTTP, je déparse le JSON, et en fait, ce que j'ai ici, c'est ce qui est le parsing de ma retour HTTP qui est OK. Sinon, automatiquement, la méthode a été short-circuit et a renvoyé l'erreur. En faisant du transtypage d'erreur au milieu. Je rappelle qu'on est au niveau du C. Voilà. On est sur quelque chose de plutôt stylé, quoi. Alors, autre chose qu'on va faire, du coup, on a vu que l'event response peut nous renvoyer dans Eventbrite une liste d'events. Moi, je veux prendre le premier parce que, idiomatiquement, en fait, vu que je vais les trier dans mon appel à l'API par ordre, je veux juste récupérer l'événement le plus proche. Donc, du coup, ce que j'ai besoin de faire, c'est de dire, alors non, pas celle-là, c'est donc de chercher le premier élément de la liste. Alors, le premier événement de la liste, du coup, j'ai juste à taper cette liste. Il y a un super méthode first. Et first, j'utilise un map dessus. Waouh! Qui a vu les talks de programmation fonctionnelle d'hier, ou les type class, ou ce genre de choses? On a map, flat map, on a fold, on a tout ça dans les structures de base de Rust. On a des paradigmes, on a des choses qui viennent du paradigme fonctionnel à l'intérieur d'un langage comme Rust, qui est un langage que je rappelle est au niveau du C. Voilà. Vous allez vous l'entendre beaucoup, ce truc-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je peux utiliser une méthode sur un vecteur qui peut potentiellement me renvoyer quelque chose ou non, et qui va me renvoyer une option que je vais pouvoir transformer en clonant pour la gestion de la mémoire, et dire, en fait, si jamais tu n'as rien, en fait, je ne vais pas garder une option, je vais transformer ça en result. C'est juste que je vais le typer dans une erreur qui est en plus une erreur domaine que moi je gère, qui dit, OK, mais en fait, si j'ai pas de premier élément dans la liste, c'est que j'ai une erreur domaine de type, j'ai pas d'event available sur Eventbrite. Parce que ça, en fait, c'est un truc que moi je gère. C'est une énumération à moi, donc c'est un type algébrique qui me permet de typer tous les types d'erreurs que je vais avoir dans mon programme. Alors du coup, je vais juste vérifier que ça marche. J'ai mis des tests unitaires pour ça. Alors, tout ne passe pas, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que j'ai au moins un test qui plante? Voilà, j'ai un test qui a planté, mais c'est celui d'après. Mon test qui est ici marche. Donc les tests, en fait, ça se passe de la manière suivante. Vous avez juste besoin de venir faire un petit module de test à l'intérieur du fichier. Et après, vous avez juste à faire des fonctions avec des hashtags tests, enfin des hashtags dérivation de test, et vous écrivez votre code de test. Tant qu'il ne panique pas, c'est que le code marche.
Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'il y ait des tests à l'intérieur, à côté du code. Ils aiment bien que ce soit découplé. Alors, personnellement, au début, je trouvais ça dégueulasse parce que je viens du monde Java et que effectivement, j'étais très habitué à avoir mon SRC main, Java, Kotlin, Scala et mes tests à côté. Sauf qu'en fait, avoir les tests avec le code source, en fait, c'est super pratique. En fait, dans la vraie vie, dans la pratique, franchement, je vous encourage vraiment à essayer cette méthodologie parce que les tests sont vraiment à côté. Vous ne passez pas votre vie à chercher où est le fichier de test. Parce que si vous ne connaissez pas le raccourci avec 6 touches ou 8 touches de IntelliJ, c'est quand même emmerdant. Mais bon, on a des tests, on peut faire des tests unitaires, des tests qui marchent, qui nous permettent de faire des choses de manière assez simple en Rust également. Alors, on va continuer comme ça. Donc là, j'ai réussi à fetcher mes events. Donc, on va juste aller exécuter ça. Ça, c'est l'entrée de mon programme. Donc, je vais aller chercher les events en cours. Du coup, je vais faire quelque chose. Eventbrite. Vous avez aussi le... Est-ce que vous avez des sauts derrière? Ouais, ok, je les ai aussi, hein, je suis désolé du coup. Alors, vu que je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses à peu près correctement et que j'ai pas envie que vous connaissiez mes tokens Eventbrite et mon nom d'organisateur Eventbrite, je vais passer par des variables d'environnement qui sont préconfigurées. Alors la gestion de variable d'environnement, c'est assez simple, vous avez une crate env, vous donnez une variable d'environnement et derrière ça va vous renvoyer une option pour vous dire s'il y a variable d'environnement. Et vous pouvez faire crasher le programme, c'est ce que fait expect en disant si jamais il n'y a pas de valeur, en fait tu vas crasher en disant que ce truc est mandatory. Donc ça c'est juste pour dans mon programme dire si jamais j'ai pas de variable d'environnement, c'est pas normal, tu vas crasher au démarrage. Je suis au niveau du C, hein, je rappelle. Loader une variable d'environnement, on sait qui l'a fait depuis un moment. C'est pas rigolo. Je vais vous dire que j'ai essayé il n'y a pas longtemps, ça m'a pas fait rire. Donc du coup, je vais appeler la méthode loadAttendee d'Eventbrite, qui me renvoie donc un result qui peut être soit une erreur, soit un vecteur, un event, le dernier event en cours. Et je vais donc utiliser match. Match, c'est du pattern matching. Qui connaît le pattern matching? Voilà, alors tous les autres, je vous conseille vraiment d'aller voir. Je ne vais pas expliquer forcément ce que c'est, mais si jamais vous vous rendez compte, on est sur un truc au niveau du C. On a du pattern matching. Je veux dire, Kotlin, il l'a pas. Donc voilà, c'est vraiment trop bien. C'est fou, je dis des trucs, j'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincus, ça m'énerve. Non, mais si j'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. À la fin, vous allez voir. Non, pas loadAttendee, excusez-moi. C'est loadEvent. Non. getCurrentEvent, excusez-moi. Donc du coup, ce que ça va nous faire, c'est de pouvoir vérifier que je gère bien tous les cas possibles dans le typage générique de Regus, donc OK et erreur. Et ça va me permettre aussi de déstructurer et d'extraire les valeurs. Donc là, je vais dire OK event, donc en fait, ça va me permettre d'utiliser l'event qui est à l'intérieur en faisant juste un println, found event, où je vais mettre l'ID. Et si j'ai un cas d'erreur, non, alors non. Je vais juste écrire dans l'erreur, error loading event, tac. Tac, allez, c'est parti. Donc du coup, je vais runner ça. Et là, normalement, ce que je suis censé avoir, c'est une erreur loading event, name or service unknown. Tout simplement, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai ça, c'est tout simplement parce que je n'avais pas mis Internet sur mon téléphone. Mais c'était prévu, c'était pour montrer qu'on avait un cas d'erreur. Donc maintenant, théoriquement, si je vais ici et que je me suis bien connecté à mon super réseau, si je relance, j'ai une erreur, mais vous voyez que je n'ai pas exactement la même erreur. J'ai l'erreur fonctionnelle que j'avais mis dans mon first event qui me permet de dire j'ai pas d'event available sur Eventbrite. C'est-à-dire qu'en gros, là, je viens d'appeler l'API Eventbrite et j'avais pas de retour dans ma liste. Donc, je suis dans un cas où actuellement, je n'ai pas d'event en cours. Donc, j'ai typé fonctionnellement mon type d'erreur. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour vous montrer que ça marche aussi, je vais publier mon événement. J'avais prévu un event qui est dispo sur Eventbrite si vous voulez. Ah tiens, j'aurais dû faire ça pour faire gagner des t-shirts, ça aurait été trop bien. Je viens de m'en rendre compte maintenant.
Voilà, donc là maintenant que je viens de publier mon événement qui est Rust at Brestcamp sur Eventbrite, sur mon token organizer, vous voyez que j'ai bien un OK qui vient d'arriver, qui avait bien été pattern matché, dans lequel j'ai dit OK, je viens de trouver un event qui a cet ID. OK, tout le monde y est? Allez. Bon, alors on va accélérer du coup parce que maintenant on va faire un fetch attendees page. Ça, vous allez voir que c'est la même chose que ce qu'on avait avant. Voilà. En gros, c'est exactement la même chose qu'on avait en haut, sauf qu'on va aller fetcher les attendees ce coup-ci par rapport à un event. Et il y a un autre truc qui m'intéresse, c'est le fetch all attendees. Alors là, vous allez voir un problème, un bug dans IntelliJ. Vous allez voir qu'il y a un moment, ça va être rouge. C'est pas que c'est rouge parce qu'il y a un problème, c'est que c'est rouge parce qu'IntelliJ considère qu'il y a un problème, mais il n'y en a pas. Ça compile et ça marche. Voilà, c'est ici. Désolé. Alors là, je suis sur un cas un peu plus particulier qui m'intéresse. Quand je fetch les attendees, Eventbrite répond de manière paginée. C'est-à-dire qu'il répond que 50 événements, que 50 par 50. Sauf qu'il nous arrive très régulièrement d'avoir plus de 50 personnes au Jug de Montpellier. Oui, même en province. Vous savez de quoi je parle. Du coup, ce que j'ai fait, là, c'est une fonction qui appelle, la première fois, elle appelle Eventbrite, et qui vérifie dans un bloc de pagination de ce que répond Eventbrite, pour aller fetcher automatiquement tous les autres pages d'attendees, et combiner tout ça pour envoyer un seul et même vecteur qui contient tous les attendees. Alors, du coup, on appelle le fetch, et derrière, ce qu'on va faire, on utilise nzen, qui est l'équivalent de fmap, bind pour les askelistes, je vous vois en haut. Et à partir de ça, à partir de la réponse, je vais faire une range qui me permet donc de partir de la page suivante jusqu'à la dernière page qui est disponible. Et tout ça, je vais le passer avec une séquence et je vais fold sur ce range. Donc je vais exécuter une fonction de combinaison à chacun des tuples pour réduire ma range en une seule valeur. C'est un fold, hein, tout simplement, c'est un reduce. Et derrière, dire, si jamais il s'est passé quelque chose qui n'est pas bien, bah, je vais mapper tout ça dans une erreur métier en disant, j'ai eu un problème sur le load d'attendees. Derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, en gros, on a transformé notre vecteur d'attendees response. On se retrouve avec un vecteur d'attendees response, en fait, tout simplement, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on a plusieurs attendees response qui vont être récupérés. Pour chacune, on va aller récupérer à l'intérieur les profils des gens. Et après, on va se retrouver avec un vecteur de profil. Et donc, on va juste flatten ça en utilisant une méthode combine all. Combine all, juste pour information, ça vient d'une librairie d'une craie qui s'appelle Frunk, qui est une lib de programmation fonctionnelle en Rust. Donc on a vraiment des gens qui s'amusent à faire des trucs assez poussés en Rust. En gros, c'est juste de faire un flatten hein, pour ce cas-là. Donc pas quelque chose de très compliqué. On est sur quelque chose d'un peu compliqué à faire. Qui a déjà eu ce problème-là de pagination en disant « Ouais, quand j'appelle une API, on me renvoie un bloc, mais j'ai pas toutes les réponses et il faut que j'aille fetcher plein d'autres choses et recompacter ça en un coup et à chaque fois devoir gérer si jamais il y a un problème dans un seul des appels que ça bloque tous les appels. » Qui a déjà eu à faire ça? On est d'accord que c'est quand même chiant. Là, on le fait avec à peu près 5-6 lignes de code qui sont honnêtement assez expressives et assez faciles à lire une fois qu'on a 2-3 habitudes de paradigme fonctionnel. Et je rappelle qu'on est sur quelque chose qui est au niveau du C. Voilà, c'est-à-dire que là, je suis sur des perfs égales à du C. Bon, à l'utilisation, en fait, c'est génial parce que là où avant, j'avais juste à faire ça, en fait, j'ai juste à faire un flatmap, donc à faire un nzen. Où du coup, dans ma lambda qui est passée, je reçois l'event et je vais faire OK. En fait, je vais appeler Eventbrite load attendees en passant l'event ID et en renvoyant le token. Et du coup, ici, au lieu de me récupérer un event, je me retrouve avec un vecteur de profile. Donc là, je ne vais pas changer form d'event. Je vais juste changer ça pour qu'on puisse l'afficher correctement. Ça run, et voilà. Donc je me retrouve avec un event où là, j'ai récupéré depuis Eventbrite tous les noms et prénoms des personnes inscrites sur mon événement qui sont des trucs que j'ai enregistrés moi-même, qui s'appellent test 1, test 2, test 3, test 4, jusqu'à test 50. C'est pour vous que je l'ai fait. J'ai rentré 50 fois test. Je voulais que vous partagiez ma douleur. Bon, alors du coup, c'est cool. Là, on a déjà un appel HTTP client. Alors en termes de ligne de code, on est déjà sur quelque chose d'assez cool, mais c'est pas suffisant pour la loterie. Donc maintenant qu'on a notre ensemble d'utilisateurs, il faut qu'on fasse notre loterie dessus. Donc on fasse un random dessus.
Donc pour ça, j'ai fait une méthode draw qui va prendre les vecteurs de profil et sur lesquels on va demander un nombre. Et ma méthode draw va ressembler à ça. Si je reçois un nombre de personnes que je suis censé tirer au sort et un vecteur d'attendees, bah, je vais pattern matcher ce nombre en disant bah, si en fait c'est un A mais que ce A est inférieur à 0, bah, tu vas me renvoyer une erreur en me disant tu me demandes une invalid draw request, c'est-à-dire que tu me demandes un nombre négatif, c'est pas normal. Si tu me renvoies 0, bah, je vais même pas essayer de computer parce qu'en fait ça sert à rien, je vais juste renvoyer un vecteur vide. Et dans tous les autres cas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me créer une variable de RNG, donc ce qui me permet de faire du random. Et derrière, je vais utiliser une méthode qui s'appelle sampleIter, qui se base sur de la RNG pour me sortir le nombre de choses, et qui peut potentiellement me renvoyer une erreur. Si par exemple vous demandez 200 gagnants alors que vous n'avez que 50 participants. Et du coup, là, je vais mapper cette erreur en disant, bah, en fait, si jamais j'ai quelque chose comme ça, en fait, je sais pertinemment ce qui se passe. C'est qu'en gros, je n'ai pas assez de participants par rapport à ce qu'on me demande. Voilà combien j'en ai, voilà combien tu m'en as demandé. OK ? Alors, ça, je ne vais pas l'exécuter. Je vais directement juste faire passer les tests unitaires. OK, mes tests sont bons. On peut aller à la suite. Bon, alors maintenant, c'est cool. J'ai ma loterie, c'est-à-dire que là, j'aurais pu faire un programme en ligne de commande qui appelle Eventbrite et me sort des trucs. Mais à un moment, j'ai pas envie de devoir avoir un PC sur moi quand je fais la loterie. Donc, ce que je veux, c'est l'exposer sur une API HTTP. Et donc pour ça, je vais utiliser une crête qui s'appelle ActixWeb. C'est pas la seule, c'est celle que moi je choisis d'utiliser, qui me plaît beaucoup. Mais on va faire un serveur HTTP qui va répondre sur une API pour exécuter le code que je viens de faire. Donc la première chose qu'on va faire, c'est faire une fonction qui va appeler tout le code qu'on vient de faire juste avant. Donc à quoi elle ressemble? C'est globalement ce que j'ai fait juste avant dans le main, c'est de dire je vais appeler Eventbrite pour récupérer l'événement courant à partir d'un organiseur et d'un token. Je vais aller charger les attendees. Si jamais j'ai une erreur, bah, je vais dire que c'est une erreur unexpected pour renvoyer une 500. Parce que j'ai fait du mapping juste au-dessus. Et après, à partir de ce nombre d'attendees, je vais faire un draw dessus. Et ça va me permettre de récupérer seulement un sous-ensemble que je vais renvoyer. Et sinon, je vais dire il y a une draw error. OK ? Et alors, comment est-ce que je vais faire un handler? Un handler, je vais dire, OK, bah en fait, ce handler, il peut recevoir une query, qui est en fait un nombre qui va être passé en paramètre en query param de mon API. Et si ce nombre est inférieur à 0, bah, je vais directement lui renvoyer une 400 bad request en lui disant, bah non, si tu me renvoies, je ne sais pas, Toto dans le nombre, bah, je vais t'envoyer bouler. Et sinon, je vais aller appeler ma méthode drawWinner, et si jamais elle se passe bien, donc en utilisant un map, je vais faire une HTTP response en transcodant en JSON ma réponse. OK? Allez. Donc là, j'ai mon handler winner HTTP, et ce que je vais faire, c'est donc créer mon serveur HTTP. HTTP serveur. Donc le HTTP serveur, ça serait comme ça dans Actix. On crée un HTTP serveur, on lui donne un state, on lui donne des middleware potentiels, genre là j'ai mis un logger par défaut. Et après derrière je définis des ressources en disant quand tu vas m'appeler sur /winner en get, ben en fait tu vas utiliser la méthode winnerHandler. Et automatiquement il va me passer tout ce qui va bien. Autre chose que j'ai juste envie de montrer, je vais juste rajouter des cores. Pour ajouter des cores, en fait, il y a un middleware qui existe, qui est le middleware de cores, qui est un poil plus compliqué, mais pas excessivement beaucoup, où là, je vais donc rajouter le core sur mon serveur HTTP en lui disant « Ok, ben en fait, tu vas allow tel type de header avec telle origine, etc. » Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai créé un serveur HTTP en 10 lignes de code dans un truc qui est au niveau du C. Même en Java, je le fais pas ça en ce moment. À la limite avec 14, j'y arrive. Et avec du Scala, pourquoi pas. Mais enfin, ce que je veux que vous rendiez compte, c'est que là, on vient de monter un serveur HTTP avec un handler, qui est une fonction que j'ai juste eu à passer en paramètre, avec quelque chose qui lance un serveur HTTP en 10 secondes, qui est au niveau de performance du C, enfin, qu'on met comme un système de programmation système et bas niveau. Il y a des programmes actuellement de haut niveau qui sont des anciens langages qui n'ont pas ce genre de feature actuellement. Donc c'est très important de vous rendre compte que Rust, ce n'est pas un truc pour faire que des outils bas niveau. Donc comment est-ce qu'on utilise ça? Je vais aller récupérer mes variables, les valeurs pour le serveur directement en variable d'environnement.
Actix, pour le fun, c'est Actix Web utilise Actix en dessous, de manière assez logique. Et Actix est en fait un système acteur. C'est-à-dire que c'est un système acteur en Rust qui va nous permettre de mettre du système acteur. Je vous encourage à aller voir demain la présentation sur le système acteur pour voir un peu plus. Donc c'est un truc qui a quand même de la bonne patate. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler ma méthode HTTP server, dans lequel je vais y passer un web state, qui va prendre mon organizer et mon token, mon HTTP bind et mon HTTP port. Ça serait bien si mon PC ne voulait pas mourir maintenant. Il ne reste plus que 20 minutes, j'ai pas 30 ans de temps non plus, donc voilà. Ok. Donc ça run. Oui, alors par contre, si je renais la bonne loterie, ça serait quand même mieux. Les warnings de compilation, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il y a des fonctions que je n'utilise pas au fur et à mesure, parce qu'en fait, mon code est un poil plus gros. Fini, et ça tourne. Alors du coup, ça marche. J'ai une API HTTP qui me répond sur /winners, qui prend un query param nombre qui est validé si jamais je lui renvoie quelque chose comme Toto, et que je vais regarder là-dedans, j'ai bien une 400. Bon, on le voit très vite, mais j'ai bien une 400. Si je renvoie un -1, j'ai une 400 aussi qui ressort. Et si je lui renvoie un nombre cohérent que je peux gérer, ça me renvoie quelque chose. Donc, ouais, j'ai réussi à faire mon API qui fait ma loterie du Jug Montpellier en 30 minutes et en expliquant. Donc, on est sur quelque chose qui est déjà pas mal. Alors après, il y a juste une grosse vanne. Vous vous doutez bien que vu qu'on a tous fait des implémentations et que chacun a fait avec son langage préféré, il y avait un but de jeu, c'était de déterminer qui c'est qui en avait la plus grosse, parce que voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va toutes les mettre en concurrence à chaque fois qu'on va faire une loterie, et le meilleur, c'est celui qui répondra le plus vite. En disant, mon langage, il est plus performant. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait, vu qu'on avait tous envie de se tirer la bourre? Vous voyez bien que là, c'est lent, parce qu'à chaque fois que je fais une loterie, j'appelle Eventbrite, je dois refaire un draw, etc. Ça prend du temps. Tout le monde s'est dit, on va faire un cache. C'est-à-dire qu'en fait, on va appeler Eventbrite périodiquement, on va garder les attendees en cache, et en fait, à chaque fois qu'on va nous appeler sur l'HTTP, la seule chose qu'on va faire, c'est juste retirer un sous-ensemble et renvoyer la réponse au format JSON. Sauf que ça fait intervenir des choses qui sont très intéressantes, parce que tous les serveurs web modernes sont multithreadés. Et devoir accéder face à plein d'appels concurrents possibles à une ressource qui est du cache, ça veut dire que vous avez des race conditions possibles, là où Rust excelle. Et pour ça, en fait, vu que j'avais le modèle actif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le modèle acteur qui était en dessous. En gros, comment ça marche? Je vais avoir plein d'acteurs qui vont répondre à mes requêtes HTTP, et je vais créer moi-même un acteur à côté qui sera un lottery cache. Et ce que vont faire mes messages web, en fait, c'est envoyer des messages dans le système acteur, dans la queue de ma lottery cache, qui périodiquement va dépiler ces appels en regardant par rapport à son cache interne, qui sera donc mon cache applicatif, et répondre à chacun. Et la seule chose que je vais avoir besoin de faire, en plus, c'est de venir ajouter que mon acteur réponde à un message supplémentaire de temps en temps périodiquement, qui s'appelle update attendees, qui lui va aller appeler Eventbrite et mettre à jour le cache. Et par magie, ce qui est bien, c'est que Actix, avec son système acteur, va me gérer les data races possibles et va faire en sorte que mon cache soit accessible par tous mes workers de manière complètement concurrente. Donc, on va faire ça. Système acteur, qui c'est qu'on a fait ici? Qui c'est qui a fait du AK? Ouais, AK, c'est cool, hein. Actix, c'est aussi cool. Alors, par contre, qui c'est qui a fait du AK en Java? Ouais, alors c'est bien pire. C'est bien mieux en Rust. Parce qu'en fait, faire des acteurs, en Rust, c'est pas très difficile, si vous utilisez Actix en tout cas. Il suffit de faire... Puis, alors, ce qui serait J1, ça serait que... Je hais les trackpads de genre de PC. Désolé. C'est juste de faire une structure en disant, en fait, mon cache, c'est une lottery cache, qui est donc un attendees, qui est une option de vecteur de profil. Donc, j'ai potentiellement des attendees. Et un event, qui est j'ai potentiellement un event. Et je vais avoir des messages qui sont update attendees, dans lequel je vais passer les tokens pour appeler Eventbrite. Un get attendees où je vais dire le nombre que j'en veux, et un update attendees response qui en gros va répondre à l'update attendees en disant potentiellement ça s'est pas bien passé parce que ça s'est bien passé parce que ça a été updaté, j'ai pas d'event available, j'ai eu un problème sur Apple Eventbrite ou j'ai eu n'importe quel autre type d'erreur.
Donc en termes de modélisation de domaine, on est quand même sur quelque chose de plutôt fort. Et derrière, j'ai juste besoin de venir créer un handler en disant comment est-ce que mon acteur va réagir quand on l'appelle en disant update attendees. Alors, en fait, le code que je viens de mettre, c'est exactement celui qu'il y avait juste avant dans la partie draw winner. La seule chose que j'ai par-dessus, c'est deux petits trucs qui sont, au lieu de renvoyer une réponse HTTP directement, je vais juste stocker dans mon cache les valeurs que je reçois. Et si j'ai une erreur, là j'ai un petit truc un peu plus compliqué qui en fait va juste checker exactement les types d'erreurs que j'ai reçues pour renvoyer objectivement, est-ce que c'est une erreur parce que j'avais un problème Eventbrite, un problème unexpected, ou est-ce qu'il n'y avait juste pas d'event en cours. C'est la chose que fait ce code-là en plus. Et mon getAttendees va se transformer de manière très très simple. Handle getAttendees. En fait, je vais aller regarder dans mon cache, je vais récupérer une référence sur les profils que j'ai en cours. S'il n'y en a pas, je vais renvoyer qu'il n'y a pas d'event en cours, tout simplement. Et sinon, je vais juste faire un draw dessus et renvoyer ces profils-là. Tout le monde suit? Allez. Ok, alors du coup, comment est-ce qu'on va utiliser ça? Dans la partie web, on va du coup changer la manière dont on gère notre handler en disant, ok, en fait, ce truc-là, j'en ai plus besoin. Et je vais surtout changer la manière dont je travaille dans le winner handler en disant, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais continuer à regarder mon nombre en paramètres parce que ça a toujours du sens. Si on m'envoie toujours quelque chose d'incohérent, je renvoie toujours une erreur. Par contre, ce que je vais faire dans tous les autres cas, c'est que je vais envoyer vers une référence, vers mon acteur de cache, je vais lui envoyer un message getAttendees dans lequel je lui dis combien de personnes je veux. Si jamais il se passe quelque chose de pas bien dans l'envoi du message acteur, je vais dire il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, renvoie une 500, il y a quelque chose qui crache dans le programme. Sinon, en fait, je vais prendre les résultats et je vais renvoyer une réponse HTTP au format JSON. Donc en gros, la seule chose que fait maintenant ma partie web, c'est envoyer un message, donne-moi les gagnants, et quand ça s'est bien passé, les transformer en JSON et les renvoyer sous forme de réponse HTTP. Sinon, c'est renvoyer une réponse d'erreur en disant il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, c'est une 400, une 500, etc. Et c'est la seule chose que j'ai vraiment eu à changer. J'ai juste deux trucs à modifier ici qui sont... Maintenant, dans l'état de mon application web, j'ai plus besoin d'avoir mes tokens Eventbrite, j'ai besoin d'avoir un cache, une référence vers mon cache. Alors, côté main, du coup, j'ai juste besoin de définir un cache. Je vous jure, c'est vraiment bizarre. mais ça va le faire, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et je vais le passer ici en disant, OK, c'est l'adresse du cache. Alors, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que là, on vient de changer le code de manière à ce que, à chaque fois que je handle quelque chose sur mon API web, ça envoie un message à mon acteur de cache pour dire, OK, je vais faire un draw sur mon cache en cours et je vais renvoyer les valeurs. Sauf qu'à aucun moment, là, je n'ai envoyé dans le système le fait de mettre à jour le cache. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, pour le moment, au démarrage du programme, quand on lance le système, on va venir enregistrer un appel, un envoi de message dans le système acteur en disant quand tu vas démarrer l'appli, tu vas demander à mettre à jour le cache. Alors, c'est verbeux, mais c'est verbeux pour une raison très bête. C'est qu'en fait, la partie vraiment fonctionnelle que je viens de définir est juste là. Tout ce qu'il y a ici consiste à dire qu'est-ce que je fais par rapport à la réponse que m'a envoyé l'acteur. En gros, qu'est-ce que je vais changer dans le print par rapport au message. En gros, je vais marquer dans la console qu'est-ce qui s'est passé donc au fin fond de mon application. Donc les effets de bord, je les ai passés au fin fond de l'application en disant qu'est-ce que je fais au niveau du main quand il se passe quelque chose quand j'ai des réponses sur mon update attendees. Et typé en disant j'ai pas d'event, j'ai bien mis à jour le cache ou il s'est passé quelque chose sur Eventbrite. Ah oui, excusez-moi. J'ai juste oublié de définir clone cache. ADDR, qui est un cache ADDR. Ah ouais, non mais vous savez, moi je sais pas taper au clavier, moi. C'est pour ça que je choisis faire un live coding.
Non, je vous jure, ça compile vite en fait. C'est juste que là, en fait, derrière, il y a une librairie que j'utilise pas qui s'appelle Diesel qui est vachement lente à compilation. Bref. Du coup, là, l'application vient de démarrer. J'ai bien le message qui a été envoyé dans mon système acteur. Mon cache a été appelé Eventbrite. Tout s'est bien passé et donc il m'a renvoyé une réponse de type updated. Donc j'écris update cache attendees. Et effectivement, si je lance mon application, vous voyez que ça répond beaucoup plus vite. Alors juste, j'ai fait un truc web pour bien montrer que les cores marchent. Enfin, j'ai demandé à quelqu'un, un pote, qui l'a fait, et vu qu'on est sur quelque chose de très hipster parce qu'on fait du Rust, il me l'a fait en Helm. Donc on est d'accord que c'est voilà, ça c'est l'utilisation du cache. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus rapide qu'avant parce qu'à chaque appel, on n'a pas besoin d'aller appeler Eventbrite, on a juste pour le moment un seul appel qui est fait. Bon alors ça c'est rigolo, mais là le problème que j'ai c'est que quand je démarre mon application, je mets à jour mon cache. Ouais. Sauf que le truc qui est chiant, c'est que c'est moi qui gère aussi le serveur du Jug. Et du coup, si je devais aller redémarrer toutes les loteries à chaque fois que j'ai un event qui va démarrer, j'ai un peu la flemme. Donc du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est quelque chose qui vient mettre à jour de manière en intervalle régulier mon cache, donc toutes les X secondes. Et donc pour ça, on va faire un intervalle. Et pour ça, il y a une librairie qui est utilisée encore en dessous d'Actix qui s'appelle Tok.io qui nous permet de gérer tout ce qui est asynchrone. Enfin, qui est une librairie qui nous permet de gérer l'asynchronicité dans Rust et qui a une super truc qui s'appelle intervalle sur lequel je peux y dire ok, bah en fait, je vais faire un intervalle à partir de maintenant tous les X et à chaque fois, bah, tu vas me faire quelque chose. Donc dans mon cas, envoyer un message update attendees. Et pour chacun de ces messages, ben, tu vas aller vérifier ce qui est passé en disant est-ce que tu as updaté le cache, est-ce qu'il y a un problème, etc. Ça me permet en fait aussi d'avoir mon programme qui ne crache pas, même quand j'ai pas d'event en cours. C'est-à-dire que toutes les X secondes, il va aller demander à Eventbrite, peut-être qu'il n'y aura pas d'event dans Eventbrite, il va juste me le loguer dans la console et du coup c'est pas grave, quand demain je viens créer un nouvel événement, automatiquement le cache va venir se mettre à jour et être géré. En gros, vous remarquerez que c'est ça, sauf que je l'ai mis dans un intervalle. Et du coup, pour l'enregistrer dans le système, j'ai juste besoin de venir l'enregistrer dans Actix en disant en fait, tu vas me spawner mon cache intervalle update. Non, pas ça. Comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé loterie cache. Non, pas loterie. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai appelé cache loop, excusez-moi. Cache update intervalle. Donc, tu vas me le faire toutes les 10 secondes. Oui, par contre, ça, c'est un peu chiant. Tu vas me le faire toutes les 10 secondes. Excusez-moi, j'ai oublié d'activer mon pavé numérique. Alors, tu vas me le faire toutes les 10 secondes. Tu vas l'envoyer à mon système de cache. Du coup, je vais te donner ce token et cet organizer. Et c'est marre. Ok, donc là j'ai mon application qui vient de recevoir le premier message. Donc il vient de me dire qu'il a updaté le cache attendees. Voilà. Et donc toutes les 10 secondes, j'ai bien un appel qui est automatiquement envoyé dans mon système acteur qui dit à mon acteur de cache, update le cache s'il te plaît. Et derrière, j'ai mes systèmes web qui, eux, continuent à pouvoir être bourrés et vont taper le cache. Ce qui est intéressant, vous allez le voir, c'est que toutes les 10 secondes, vu que mon cache est en train de se mettre à jour, j'ai bien mon acteur qui ne peut traiter mes messages que séquentiellement. Et du coup, il va bien attendre d'avoir fini de mettre à jour le cache avant de répondre au web qui est en train de le faire. Donc ça met une latence au moment où le cache est en train de se mettre à jour. Mais d'un autre côté, ça me permet aussi d'être complètement thread safe dans le sens où je sais pertinemment que même, c'est même pas la Rust, c'est mon système acteur va faire en sorte que si jamais mon cache est en train de se mettre à jour, je ne vais pas essayer de lire du cache et de la donner invalidée. Bon, ça c'est très cool, mais en plus, nous, on a fait un truc où j'utilise un truc que j'ai présenté qui s'appelle Docu, sur lequel on fait du Docker sur une seule machine, on fait un pass en Docker, machin. Donc du coup, il faut l'industrialiser, parce que oui, Rust est industrialisable, et il peut compiler sur un single binary très léger qu'on peut venir mettre sur une machine directement, comme du Go, mais il peut aussi tout à fait se mettre dans un Docker. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un Dockerfile, qui n'est pas très compliqué, comme vous pouvez le voir. Et derrière, j'ai juste enregistré cette image que je peux runner. Donc c'est juste pour montrer que c'est faisable.
Je l'ai précompilée parce qu'elle met quand même pas mal de temps à se compiler derrière parce qu'elle fait un static binary, etc. Mais là, vous voyez que mon image est loadée. Donc là, j'ai bien mon application qui vient d'être lancée dans un Docker. Donc mon application Rust qui a été compilée, mise dans un Docker, que je peux lancer sur n'importe quel serveur qui est Docker. Et elle répond toujours à mon système web. Donc j'ai industrialiser aussi la gestion de mon application, même si c'est du Rust. Donc, pour juste recentrer par rapport à tout ce que je viens de vous montrer, ce qui est très intéressant avec l'application de la loterie du jug et ce qui fait que j'utilise beaucoup en exemple, c'est que c'est une application débile, mais qui a des vrais problèmes de production. Elle représente exactement ce que font 80% des gens dans leur appli de tous les jours. C'est une API HTTP qui gère de l'état, qui a un client HTTP pour appeler d'autres applications. Dans le code de production, il y a aussi un appel base de données, et qui fait de la gestion d'erreurs, et qui fait du parsing JSON, etc. C'est exactement ce que vous faites dans 80% des applications, et je viens de vous montrer peut-être un exemple très simple, qui n'a qu'un seul endpoint HTTP, mais qui répond à des vrais problèmes de ce que vous avez à faire tous les jours avec des serveurs HTTP. Et Rust peut tout à fait y répondre. Alors je ne suis pas là pour faire la Rust évangélisme task force comme il existe, qui consiste à dire qu'il faut tout réécrire en Rust, même si je suis très fan de ce truc-là. Tout ce que je veux, c'est faire ça avec beaucoup de care, en vous montrant que je ne vous ai pas parlé de borrow checker dans cette présentation. Je ne vous ai pas parlé de lifetime, je ne vous ai pas parlé de zero cost abstraction. Je ne vous ai pas parlé en fait des choses qui sont kernel, qui sont super intéressantes en Rust, mais en fait, à chaque fois que j'ai eu un problème de gestion de mémoire dans ce code, j'ai cloné. C'est pas mal de cloner au début. On n'est pas là tous pour faire de la performance avec des tools bas niveau, enfin, pour du kernel. On n'a pas besoin de tout savoir travailler avec ce genre de choses. Mais par contre, j'ai réussi à vous faire un code qui peut partir en production, qui est quand même industrialisé, qui passe par des variables d'environnement, qui répond de manière automatique, qui est assez safe à l'exécution. Vous voyez que j'ai quand même géré beaucoup de cas d'erreur. Et il n'y a aucun moment je vous ai parlé de ces trois concepts qui sont pourtant ultra importants et ultra mis en avant dans le langage. Donc du coup, je vous remets les crêtes que j'ai utilisées ici si vous voulez vous intéresser chez vous. J'ai utilisé ActiveSwag pour le HTTP, Tokayo pour faire la synchrone, Failure pour la gestion d'erreurs uniformisée, Actix pour le modèle actor, il y a Diesel pour la database que je ne vous ai pas montré mais qui est dans le code source, et j'ai utilisé Request comme HTTP client. En gros, ce que je veux en faisant ça, c'est vous dire que si vous pensez faire quelque chose en Go actuellement, peut-être que vous devriez regarder Rust, parce que peut-être que Rust pourrait répondre tout aussi bien à la problématique que vous essayez de résoudre, et vous n'avez pas besoin d'aller dans les concepts très difficiles internals du langage pour réussir à faire les choses que j'ai faites. Si vous regardez le code, en fait, il y a à peu près 300 lignes de code. C'est pas énorme. Il y a quelques concepts à venir apprendre qui sont ultra intéressants et qui vont vraiment vous apporter des choses si vous rentrez dedans, mais vous n'êtes pas obligé de comprendre parfaitement tous ces concepts-là avant de faire du code de production en Rust. Bref, réfléchissez vraiment à une alternative. Dites-vous que si vous pouvez le faire en Go, normalement, vous devriez pouvoir le faire en Rust. Après, c'est une question de choix que vous allez faire. Je veux juste ne pas avoir des gens qui vont, comme ça m'arrive souvent, quand on me dit ah, on a fait ce petit microservice en Go, et quand je leur dis mais pourquoi vous avez choisi Go, et ils me répondent parce que c'est fait pour. Si Go est fait pour, clairement Rust est fait pour. Tu as le droit de me dire que tu n'as pas envie de prendre le palier d'apprentissage de Rust. Tu as le droit de me dire que le Rust est un langage plus difficile. Tu as le droit de me dire que tes équipes ne sont pas formées. Mais tu n'as pas le droit de me dire que Go est un langage qui est adapté alors que Rust est un langage qui n'est pas adapté, alors que je viens de montrer que c'est exactement pas le cas. Le code est disponible sur GitHub, sur ftchain, loterie, jug Rust. Et est-ce que vous avez des questions ? Les erreurs de syntaxe sont assez bien dans IntelliJ. Il y a juste un cas effectivement de transtypage là qu'il n'arrive pas à vraiment bien comprendre, qui est effectivement compilé. Et sinon, il y a VS Code qui marche plutôt bien. Je crois que j'ai vu des gens en faire avec du Vim. Didier, t'en fais dans Emacs ou pas ? Oui, il fallait que je répète la question, excusez-moi. C'était la question sur les éditeurs. IntelliJ apparemment semblait avoir des soucis, et est-ce qu'il y en avait d'autres ? Donc IntelliJ en fait n'a pas trop de soucis, il est plutôt bien, c'est juste qu'il y en a... Enfin, pour moi c'est le meilleur, après, notamment parce que je fais la présentation, sinon je fais du VS Code à côté. Et dans Vim ça marche très bien. Et pour ta réponse, voilà un magnifique t-shirt. S'agit. Autre question ? Merci pour ta présentation, c'était super intéressant. Question, c'était pour les appels de clients
en HTTP là. Mhm. Du coup, les appels, c'est synchrone par défaut. Il fallait utiliser une lib pour avoir des appels asynchrones Non, ils sont asynchrones par défaut dans ActX Web. En fait, je voulais pas montrer, mais en fait, à chaque fois dans les appels, je renvoyais une box de futur. Donc en fait, je renvoyais une future avec l'appel. Moi, j'ai fait un appel synchrone derrière, mais en fait, les appels sont asynchrones par défaut dans ActX Web. Ça dépend les librairies, etc. Mais il y a déjà des appels qui font des librairies qui font de l'appel asynchrone à l'intérieur. T-shirt. Putain, le t-shirt, ça va être chiant là-haut. Ouais, alors moi je voulais savoir, j'ai vu que tout à l'heure tu avais dû créer tes structures pour que ça soit bien reconnu dans Rust et que ton typage qui soit correct. Ouais. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent à partir de... Alors là je pense plutôt typiquement du WSDL depuis SOAP ou des descripteurs JSON, de construire ces objets automatiquement plutôt que de devoir les faire à la main? Non, actuellement, il n'y a pas ce genre de typage. Alors après, clairement, c'est tout à fait faisable de prendre un interpréteur avec, justement avec du CRD qui va aller lire un WSDL et va être capable de générer. Enfin, après, actuellement, il n'y en a pas. C'est clairement pas fait. Du coup, t-shirt, descend, parce que je vais pas te le balancer. Hein. D'autres questions? Il y en a une là. Oui, alors moi je me demandais, tu nous as montré plein d'aspects fonctionnels du langage, Ouais. C'est super. On n'a absolument pas parlé par contre de récursion. Je me demandais du coup comment c'était géré dans le langage, est-ce que c'était optimisé, est-ce que la récursion terminale était optimisée par exemple, et la crate dont tu as parlé un petit peu un moment, là, le Frunk, c'est ça? Ouais, Frank. Est-ce qu'elle utilise la récursion pour faire tous ces folds, ces maps, tous ces trucs-là, ou est-ce qu'elle fait ça en itératif? Alors, je ne suis pas allé regarder tous les internals. La récursion, il me semble, est assez bien optimisée. Je préférais laisser des... Il y a plein de gens là-haut qui sont très très forts en théorie des langages, notamment Didier, qui cet après-midi fait un talk sur Rust, sur la programmation par trait, qui pourra peut-être vous répondre mieux que moi. Moi, j'ai pas vu de gros problèmes sur la récursion. Après, je suis pas allé trop dans les internals. Mais ça a l'air d'être assez bien géré. Après, il manque encore des choses pour que ce soit vraiment un langage fonctionnel. C'est pas un langage fonctionnel, c'est un langage qui prend des choses dans le paradigme fonctionnel pour que ce soit vraiment efficient et venir apporter quelque chose de très expressif. Alors, j'ai plus de t-shirt. Par contre, je peux te balancer un calepin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a une. Ok, je vais essayer de reformuler la question. Alors du coup, alors la question c'est comment on fait pour gérer l'onboarding en Rust? Parce que par rapport à Go, effectivement, il y a une courbe d'apprentissage qui est bien plus forte, etc. Alors nous, on n'en fait pas professionnellement chez Sagi. Enfin, on en fait quelques-uns au milieu pour faire des petits tools sur les journées d'aide technique, mais on n'a pas d'outils actuellement en production pure, en tout cas qui sont déployés, qui sont en Rust. Il y a des gens qui aimeraient bien le faire et la courbe d'apprentissage, elle est faite parce que les gens ont envie de l'apprendre. Effectivement, Go, moi, c'est pour troller à moitié. Go, on s'y met, on va faire le tour of Go. En 2 heures, on sait faire du Go, quoi. On sait toujours pas où mettre le projet dans l'IDE, mais on connaît la syntaxe de Go, on a vu tout le paradigme, en fait, quoi. Mais Rust, ça a vraiment un gros impact, c'est quelque chose de difficile. Mais après, c'est comme on dit en général, c'est un langage. Si un langage ne vous apporte rien et vous ne demande pas de réfléchir, c'est qu'il vous apporte rien. Donc pourquoi est-ce que vous l'utilisez, en fait? Enfin, moi, c'est ce que j'ai l'habitude de voir ça comme ça. Si un langage ne m'apporte rien du tout, en fait, je considère pas que ce soit un très bon langage, en fait. Et c'est notamment pour ça que je suis pas un très grand fan de Go, c'est parce que quand je fais du Go, déjà, je me sens pas bien. Je suis assez frustré, et aussi parce que je trouve que Rust m'apporte énormément de choses. Et du coup, l'onboarding, c'est vraiment, faut former les gens, il n'y a pas le choix. Moi, quand j'ai fait passer des gens au fur et à mesure, en plus des gens qui n'avaient plus de Scala initialement, ils se prenaient des murs, à chaque fois, ça allait les aider. Et en fait, après, il y a une marche. Une fois qu'on a pris la première marche, qu'on a compris, ça se débloque. Et après, il y a une autre marche et ça se débloque. Et il y a une autre marche, ça se débloque. Mais c'est que à la pratique.
Bah, merci à tous. Ah, et oubliez pas de voter en sortant pour me dire que c'était nul. Ou me dire que c'était bien si vous avez apprécié.